avec des problématiques mettant en jeu le pronostic vital. C'est des examens qui peuvent largement être différés dans le temps. Et donc, c'est seulement en troisième étape qu'on va réaliser un examen orthopédique et souvent, ça va de pair aussi avec un examen neurologique, on va le voir. Okay. Et donc, éventuellement, avec des examens d'imagerie médicale à la clé. Alors, comment on réalise un examen orthopédique en pratique? Donc, il est important d'observer le patient dès le début de la consultation, dès qu'il entre. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'observer vous-même le patient. Si le propriétaire désigne un membre boiteux, c'est important de ne pas se jeter sur ce membre-là et de se faire un avis personnel pour éviter tout biais. L'examen orthopédique, il comprend un examen à distance et puis un examen rapproché. L'examen à distance, il comprend lui-même un examen à l'arrêt et puis un examen en mouvement. Alors, l'examen à distance à l'arrêt, là, le patient il va vouloir protéger le membre douloureux avec soit une diminution, soit complètement une suppression d'appui en faisant un transfert de poids du membre douloureux vers le membre contralatéral. Et puis, à l'examen à distance, pour cette partie, déjà, il peut être utile de se donner des bonnes conditions d'examen. On fait marcher l'animal, on peut éventuellement le faire trotter si la boiterie est moins évidente. Éventuellement en extérieur ou dans un espace dédié. Souvent, les salles de consultation sont quand même assez petites. Donc, voilà, c'est bien peut-être d'aller en extérieur. Dans certaines cliniques, il y a ce qu'on appelle des couloirs de boiterie, qui sont des pièces en longueur dans lesquelles on peut faire marcher le patient. Donc ça, c'est toujours pratique et il faut vraiment se mettre dans des bonnes conditions. Alors, là encore, il faut savoir que quand le patient va marcher, il va vouloir protéger le membre douloureux avec une diminution ou une suppression d'appui et en faisant encore un transfert du poids, donc du poids du membre douloureux vers le membre contralatéral. Mais cette fois, ce transfert, il va se faire de façon un peu plus brutale et un peu plus soudaine, si bien qu'on a l'impression que le patient atterrit de façon lourde sur ce membre sain. Et donc ça, c'est très important parce que pour beaucoup de propriétaires, le membre boiteux, c'est le membre sur lequel le patient s'appuie lourdement. Donc ça, il faut vraiment faire la différence. Pour les boiteries des membres thoraciques, l'animal va lever sa tête après que le membre douloureux ait touché le sol. Donc, c'est important de faire attention aussi à ces mouvements de tête. On peut faire également attention à l'amplitude de la foulée. Okay. Et puis, éventuellement, des mouvements externes en demi-cercle. Ça peut signifier qu'il y a une flexion réduite et éventuellement une atteinte articulaire. Attention enfin aux patients qui présentent une boiterie bilatérale, qui peuvent montrer des signes un peu plus frustres, un peu plus subtils. À l'arrêt, éventuellement, un appui qui va être changeant, des tremblements, et en mouvement, une amplitude de foulée plus courte, par exemple. Alors, j'ai deux petites vidéos en exemple. Je ne sais pas si le débit va le permettre. Vous me dites si vous voyez bien. Donc, on a un chat qui présente à l'arrêt d'abord une diminution d'appui du membre pelvien droit avec un report sur le membre contralatéral. Et en mouvement, on voit de la même façon une diminution d'appui du membre pelvien droit avec un report qui est assez soudain sur le membre contralatéral. On peut observer encore un petit peu, il va repartir. Hop, vous voyez le transfert. Le transfert se fait à gauche de façon brutale et donc c'est bien le droit qui boite et ce n'est pas le gauche. Deuxième vidéo. Hop là, tac. Alors, on va le voir sur le retour. Un chien qui présente une boiterie du membre pelvien droit. Et on voit surtout ce que je voulais sur cette vidéo, ce qu'on voit, c'est les mouvements de tête. On voit bien que lorsqu'il pose le membre thoracique droit, il va lever sa tête pour essayer de diminuer l'appui. Si vous vous concentrez un petit peu sur la tête, vous allez voir un petit peu les mouvements. Là, ça va repartir. Hop, 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 hop. OK. Donc là, une boiterie du membre thoracique droit. Okay. Alors, une fois qu'on a déterminé le membre problématique, on retourne en salle de consultation pour un examen rapproché.
Idéalement, cet examen rapproché, il est fait sans sédation pour pouvoir évaluer la réponse de l'animal aux manipulations. Alors, on s'entend bien que parfois, ce n'est pas envisageable sur des animaux qui sont peu coopératifs, où là, une sédation est indispensable. Le but, ce n'est pas d'y laisser les mains non plus. Et il est surtout important d'être systématique dans son approche, dans son examen rapproché. Alors, on peut développer différentes techniques, mais une technique, c'est par exemple de commencer à l'avant, de finir à l'arrière, puis sur un membre, de commencer par l'aspect distal et puis de remonter proximalement. Okay. Alors, il est recommandé aussi plutôt de commencer par un membre sain pour évaluer la réponse normale du patient aux manipulations avant de passer au membre qui est suspect. Alors, comment on fait? On utilise ses yeux pour regarder, par exemple, la présence d'un corps étranger, la présence de blessures, une déformation, un gonflement. Et puis, alors, je vous l'ai mis entre parenthèses, une amyotrophie ou une surmusculation compensatoire. Ça, c'est plutôt des choses qu'on va avoir dans des affections chroniques. Donc, rarement dans le cas de trauma. Ensuite, on utilise ses mains, d'abord pour palper, rechercher la présence d'une déformation, d'un gonflement, quelque chose qui n'aurait pas été visible. On note la présence de chaleur, des crépitements, une instabilité, puis là encore, une amyotrophie ou une surmusculation compensatoire qui serait un petit peu plus discrète, mais encore une fois, là, dans le cadre d'affections plutôt chroniques. Et puis, on regarde s'il y a une douleur associée à tout ça. On utilise aussi ses mains pour mobiliser les articulations et rechercher des crépitements, des instabilités. Quand on dit instabilité, on veut dire aussi éventuellement une augmentation de l'amplitude de mouvement avec des hyperflexions, des hyperextensions. Et puis, tout ce qui est diminution de l'amplitude de mouvement et encore une fois, là, de la douleur qui peut être associée. Surtout, on n'oublie pas de penser à comparer les trouvailles avec le membre contralatéral s'il y a un doute. Et puis, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de doute, on compare avec le membre contralatéral. Et dans tous les cas, même s'il y a un membre qui vous semble suspect, on fait cette démarche systématique sur tous les membres. Alors, c'est parti pour une partie qui va être un petit peu catalogue, mais malheureusement, on n'a pas trop le choix. Cette partie qui va détailler l'examen rapproché de chaque os et chaque articulation. Alors, ça va aller assez vite tout de même. Pour chaque diapo, je vous ai mis une planche anatomique pour vous remémorer un petit peu les repères, que je vais vous montrer aussi au fur et à mesure. Mais le but, c'est aussi que vous ayez un petit vadémécum, enfin, en tout cas, un endroit où aller chercher si jamais vous avez besoin. Donc, le fait que ce soit assez visuel et assez résumé, ça rend la chose assez pratique, je pense, au quotidien. Donc, on commence par le membre thoracique, qui est la partie distale du carpe. Donc, on va examiner toute l'extrémité de près pour déterminer la présence de blessures, de corps étrangers, on l'a dit. On va écarter les doigts pour examiner la palmure, les coussinets. Puis, on va palper chaque doigt. On va faire une flexion, une extension des articulations phalangiennes. Et tout ça en palpant en même temps les tendons fléchisseurs et extenseurs pour voir si la tension et puis la relaxation, si tout ça se fait bien. On va réaliser des contraintes latéromédiales sur chaque articulation pour tester aussi la stabilité. Pour les articulations métacarpophalangiennes, donc là, on parle de ces espaces-là. Donc là, pareil, on va palper. Il faut savoir que, par contre, la palpation va être assez limitée puisque sur l'aspect palmaire, on va avoir le coussinet métacarpien qui va nous gêner un petit peu. Et donc, on va plutôt accéder à ce qui est latéral et médial à ce coussinet. Donc, on a quand même accès aux sésamoïdes des articulations métacarpophalangiennes 2 et 5. Donc, on n'hésite pas à bien les palper. Et puis, on fait pareil, des flexions, extensions. Et on opère aussi les contraintes latéromédiales plutôt en extension pour voir si tout ça c'est stable. On palpe bien enfin les os métacarpiens. Alors, le carpe, petit conseil, pour palper, pour tout ce qui est gonflement articulaire qui pourrait traduire un épanchement inflammatoire par exemple, ça peut être intéressant de mettre le patient debout parce que ces gonflements peuvent être plus subtils et ils sont plus facilement remarqués lorsque le patient est debout, plutôt en palpant la surface dorsale du carpe. Okay. Et puis, on réalise pareil, flexion, extension et contrainte latéromédiale. Alors, quand je parle de contrainte latéromédiale, c'est que on fixe donc là, par exemple, l'os qui est au-dessus, et puis on fait jouer le carpe avec des mobilisations en latéral et en médial pour voir s'il y a une instabilité qui pourrait traduire éventuellement une atteinte ligamentaire.
Le radius et l'ulna, pas de conseil particulier, une bonne palpation. Le coude, alors on effectue une palpation particulièrement dans l'espace entre le condyle latéral, donc on est ici sur l'aspect latéral du coude, donc entre le condyle latéral et l'olécrâne, et puis en regard aussi du coronoïde médial, c'est là que sont les récessus, donc c'est là qu'on va bien sentir éventuellement s'il y a un gonflement articulaire, et puis on va réaliser une flexion et une extension du coude, et enfin à nouveau des contraintes latéromédiales plutôt lorsque le coude est en extension. On palpe l'humérus, comme les autres os longs, juste une palpation. Pour l'épaule, alors on peut palper, mais ça va être assez difficile de détecter un gonflement articulaire là, au niveau de l'épaule, du fait des muscles qui sont dessus. Donc on va palper par contre le tendon du biceps, qu'on retrouve ici et puis ici sur l'aspect médial. On réalise une flexion pareille, extension de l'épaule. Alors, le mieux, c'est de fixer la scapula, okay, pour s'affranchir un petit peu des effets, enfin des désordres qu'il pourrait y avoir au niveau de la scapula. Donc, on fixe la scapula en appuyant sur le processus acromial, qui est là, et puis on réalise la flexion et l'extension de l'épaule. Et puis, de la même façon, toujours en fixant la scapula, des contraintes crânio-caudales. Donc, hop là, crânio-caudal, donc c'est dans cette direction-là. Et puis, latéraux-médial, toujours en fixant la scapula. Enfin, on réalise une abduction en fixant la scapula. Donc, ça, c'est pour voir, pareil, la stabilité des ligaments, ici, des ligaments gléno-huméraux. La scapula, donc on la palpe et puis on palpe surtout la musculature qui est associée, puisque c'est surtout à ça qu'on a accès. Et on n'oublie pas de palper aussi la région axillaire. On continue avec le membre pelvien et la partie distale au tarse. Donc là, ça va être globalement la même chose que sur le membre thoracique. Donc on va examiner l'extrémité de chaque membre. On va déterminer la présence de corps étrangers, des blessures. Pareil, on écarte les doigts pour examiner la palmure, les coussinets. On palpe chaque doigt, on réalise une flexion-extension des articulations phalangiennes tout en palpant les tendons fléchisseurs extenseurs pour voir la tension, la relaxation, et on réalise des contraintes latéromédiales à nouveau. Sur les articulations métatarso-phalangiennes, qui sont ici, de la même façon, on va faire une palpation qui va être assez réduite sur l'aspect plantaire. Et donc, pareil qu'au niveau du membre thoracique, on va avoir accès, par contre, au sésamoïde du doigt 2 et puis du doigt 5. Okay. On fait nos flexions-extensions et les contraintes latéromédiales, plutôt en extension, et on n'oublie pas de palper les os métatarsiens. Le jarret, alors, de la même façon que le carpe, pour détecter les gonflements articulaires, qui peuvent être subtils, à ce moment-là, on palpe l'animal plutôt debout. Ça va être un petit peu plus facile à les mettre en évidence. On réalise une flexion et une extension, et puis en extension, on réalise aussi une adduction et une abduction de l'extrémité distale, un petit peu comme si on essayait d'ouvrir l'articulation pour encore voir la stabilité du jarret. Okay. Pour finir, on va palper le tendon d'Achille. Alors là, j'ai représenté ici sur ce schéma-là la petite manipulation à faire. On va faire une extension du grasset et puis on va fléchir le jarret sous contrainte, ce qui va tendre le tendon d'Achille et donc permettre une bonne palpation. Le tibia, un os long, une bonne palpation. Alors, ce que je n'ai pas dit, ce qu'on pourrait dire sur les os longs, c'est que ce qui est intéressant dans votre palpation, c'est de bien différencier les zones qui sont recouvertes de muscles et celles qui ne le sont pas. Si vous avez un inconfort, par exemple, à la palpation des zones qui ne sont pas recouvertes de muscles, donc vraiment au niveau de l'os, ça peut suggérer éventuellement une panostéie. Donc, c'est éventuellement des choses à rechercher. Là, on est vraiment au-delà du cadre du trauma, mais voilà, c'est plutôt pour être assez extensif sur l'examen orthopédique.
Au niveau du grasset, donc on palpe le grasset, ou plus précisément les deux grassets en même temps et plutôt en position debout. Pour une comparaison plus facile, on va palper sur les aspects latéral et médial du tendon patellaire et également au niveau du ligament collatéral médial. Pardon. Pareil, c'est là qu'on va ressentir les gonflements articulaires. On va réaliser une flexion et une extension du grasset pour les mêmes raisons que toutes les autres articulations, avec une raison en plus, on peut sentir un petit clic, par exemple, lors de déchirures méniscales. C'est important de le faire particulièrement pour le grasset. On va examiner ensuite la stabilité de la rotule par rapport au fémur en recherchant des luxations patellaires. Donc, d'abord, une recherche de luxation patellaire médiale. C'est ce qui est représenté sur ce premier schéma, avec un grasset en extension et puis une rotation interne du pied. On va tenter de déplacer la rotule médialement. Et puis, une recherche de luxation patellaire médiale, là avec un grasset qui va être légèrement fléchi et une rotation externe du pied en tentant de déplacer la rotule latéralement. Donc la rotule, elle se déplace normalement, légèrement, médialement et latéralement, mais on va considérer qu'il y a une luxation lorsqu'elle quitte la trochlée, sa petite gouttière. On va évaluer ensuite l'intégrité des ligaments collatéraux du grasset. Donc, il n'y a pas de représentation de la manipulation ici, mais on va se baser sur la planche anatomique. On va tester le ligament collatéral médial, ici, en faisant une abduction du tibia. Donc, on va essayer d'ouvrir l'articulation pour voir un petit peu la stabilité de ce ligament. Donc, abduction, c'est qu'on fait partir le membre vers l'extérieur. Et puis, on va faire la même chose pour le ligament collatéral latéral, là plutôt en faisant une adduction du tibia, donc en ramenant le membre plutôt vers le côté médial. Pareil, on essaie d'ouvrir l'articulation pour voir la stabilité de ce ligament collatéral latéral. Okay. On va évaluer ensuite l'intégrité des ligaments croisés. Donc ça, c'est généralement un petit peu plus connu. Alors, deux méthodes, un tiroir direct et puis un tiroir indirect. Le tiroir direct, c'est ce qui est représenté ici. Donc, comment on place ses mains? On va placer une première main avec l'index placé sur la région de la rotule et le pouce sur la fabella latérale. On va placer l'autre main avec l'index sur la tubérosité tibiale et le pouce en arrière de la tête fibulaire. Donc, ça donne ça ici. On débute avec un grasset qui est légèrement fléchi et puis on va stabiliser le fémur et on déplace tranquillement le tibia dans une direction crâniale par rapport à notre fémur qui est fixé et idéalement tout ça en bloquant la rotation tibiale. Okay. Alors, j'ai dit qu'on démarrait avec un grasset qui était en légère flexion, mais il faut tester ce mouvement-là en flexion et en extension. Okay. S'il y a un glissement du tibia vers l'avant, alors c'est là qu'on va parler de tiroir direct, et c'est ça qui va supposer une rupture de ligament croisé crânien. Okay. Alors, pour le ligament croisé caudal, c'est globalement la même chose. Au lieu de débuter avec une flexion du grasset, là, on va plutôt le laisser en position neutre. Et de la même façon, on va stabiliser le fémur. Et là, par contre, le mouvement, ça va être un déplacement doux du tibia dans une direction plutôt caudale par rapport au fémur. Et donc, on va tester ce mouvement de tiroir avec le grasset en flexion et en extension là aussi. Puis, s'il y a un glissement du tibia vers l'arrière, vers la direction caudale, alors c'est qu'il y a une rupture du ligament croisé caudal à rechercher. Pour cette évaluation des ligaments croisés, ça se fait généralement sous sédation ou sous anesthésie générale pour viser une myorelaxation. Des patients vigiles peuvent parfois ne pas présenter de tiroir alors qu'il y a une rupture ligamentaire. Donc voilà, si on veut le faire correctement, c'est sous sédation ou anesthésie. Le tiroir indirect, pour l'examen du ligament croisé crânial uniquement. Okay, donc ça ne vaut pas pour le ligament croisé caudal. On va placer une main avec l'index qui va le long de la rotule jusqu'à la tubérosité tibiale. Et on va démarrer avec le membre en position physiologique, comme c'est représenté ici.
et on va fléchir le jarret pour tendre le muscle gastrocnémien. Okay, et on a toujours notre index qui est sur cette position-là, qui passe sur la rotule jusqu'à la tubérosité tibiale. Et donc, tout ça, ce mouvement-là, ça va comprimer le fémur et le tibia ensemble, et ça va provoquer le déplacement du tibia vers l'avant lorsque le ligament croisé crânial est rompu. Okay, donc, on peut avoir des ruptures qui sont partielles, on peut avoir des ruptures qui sont totales, donc un mouvement qui peut être plus ou moins marqué. Là encore, une sédation ou une anesthésie est recommandée. Le fémur, une bonne palpation de cet os long. Et puis, on va passer à la hanche. Donc, on palpe, pareil, l'articulation. On effectue une flexion et une extension. Tout ça plutôt en plaçant la main sur le grand trochanter, puisque c'est là, en fait, que la détection des crépitements va être la plus sensible. Okay, donc, le grand trochanter, c'est cette partie-là du fémur. On va rechercher une luxation de hanche. Alors, comment on fait? Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'abord comparer la hauteur des membres pelviens. Si on a une différence de hauteur, ça peut suggérer une luxation. On peut comparer également la distance entre le grand trochanter, ici, et la tubérosité ischiotique. S'il y a une différence entre les deux côtés, là encore, ça peut suggérer une luxation. Et puis, on peut faire ce qu'on appelle le test du pouce. Donc, on met notre pouce dans l'espace entre le grand trochanter et la tubérosité ischiotique et on opère une rotation externe du fémur. Alors, le pouce est censé être déplacé lorsqu'il n'y a pas de luxation. Il est chassé de cet espace, alors que le fémur, lorsque vous allez faire une rotation externe et qu'il est luxé, eh bien, le gros trochanter va venir écraser le pouce. Okay, donc ça suggère également une luxation. Alors là, on dépasse encore un petit peu le cadre du trauma. On peut rechercher une laxité une laxité de la hanche. Alors, on peut l'avoir lors de trauma, mais c'est souvent associé plutôt à une dysplasie de la hanche. Je l'explique juste pour être assez exhaustif dans l'examen orthopédique. Donc, pour cela, on va effectuer une manœuvre d'ortholanie, on appelle ça. D'abord en décubitus latéral, ici, représenté ici. On place une main sur le bassin dorsal, et puis on saisit le genou avec l'autre main, et puis on va orienter le fémur parallèlement à la surface de la table. Simultanément, on va faire une adduction, donc on va rapprocher le membre vers la table, et on va pousser le genou vers le pelvis qui va faire une subluxation, comme vous le voyez ici sur le schéma. On va maintenir la pression et puis on va passer à une position d'abduction. C'est-à-dire qu'on va redécaler le membre par rapport à la table. Donc on éloigne. Abduction, c'est on éloigne le membre. Et donc là, avec votre main qui maintient le pelvis, vous allez sentir un petit clic. Pourquoi? Parce que la tête du fémur revient dans l'acétabulum après la subluxation, et c'est ça qui va provoquer le petit clic. Deuxième possibilité, en décubitus dorsal, là les genoux sont maintenus parallèles l'un à l'autre et plutôt perpendiculaires à la table. On va appliquer une pression vers le bas sur le genou pour subluxer la hanche. De la même façon, on le voit ici. Et en maintenant cette pression, on va faire là encore une abduction, donc on éloigne le membre et on va avoir le même clic puisque la tête fémorale va rejoindre l'acétabulum et donc de façon assez violente, en tout cas suffisante pour déclencher un petit clic, au moins pour le ressentir. Pour un test d'ortholanie, là encore, la sédation et l'anesthésie sont recommandées. Pourquoi? Pour avoir une relaxation des muscles au maximum. Le bassin, alors on va palper ce qui est accessible, donc les ailes de l'ilium, les tubérosités ischiotiques, les ailes de l'ilium ici, les tubérosités ischiotiques. Donc ça, c'est généralement assez facilement palpable. Le reste, un petit peu moins. On peut penser à faire un toucher rectal pour l'évaluation du canal pelvien. Ça permet parfois de bien détecter des fractures au niveau du pubis.
mais il faut bien reconnaître que là, les examens radiographiques sont supérieurs à l'examen orthopédique pour l'identification de fractures. Alors, garde à l'esprit qu'une atteinte neurologique peut mimer une atteinte orthopédique. Il va donc être essentiel d'exclure une affection neurologique. Un examen orthopédique doit donc plutôt inclure certaines manipulations neurologiques. S'il y a des doutes sur une atteinte neurologique, à ce moment-là, on fera un examen neurologique un peu plus complet. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évaluer la démarche, donc pour voir s'il n'y a pas une ataxie, qui traduirait une atteinte neurologique. On peut évaluer la proprioception consciente des 4 membres. Donc ça, c'est les petits tests de placé proprioceptif. Un déficit, ça indique généralement une atteinte neurologique, mais il faut savoir que des animaux qui ont des fractures des membres peuvent aussi être réticents à bouger le membre et peuvent sembler avoir des déficits proprioceptifs, alors que pas du tout. On évalue une éventuelle cervicalgie, une éventuelle dorsalgie, et enfin, éventuellement aussi la nociception pour des lésions qui peuvent survenir en même temps que des fractures des membres. Donc là, l'absence de réponse peut indiquer qu'il y a, en plus de la fracture, des lésions des nerfs périphériques. Donc, on n'oublie pas l'examen neurologique, en tout cas quelques points de l'examen neurologique qui doivent faire partie de l'examen orthopédique. Okay. Juste peut-être petit aparté, sur des atteintes chroniques, des atteintes neurologiques chroniques, on peut aussi avoir de l'amyotrophie. Donc, quand vous avez de l'amyotrophie unilatérale, bilatérale, c'est éventuellement des choses à rechercher. Là, encore une fois, c'est en dehors du contexte du trauma. Deuxième partie, alors maintenant, on va parler du moyen à disposition des urgentistes pour le diagnostic de l'origine de la boiterie, les radiographies. Alors, dans cette partie, mon but est uniquement de rappeler les bonnes pratiques pour réaliser des radiographies orthopédiques et de savoir aussi quand les réaliser. J'ai choisi de ne pas parler d'interprétation. On ne va pas avoir des radios de fracture, des radios de luxation. Le travail en tant qu'urgentiste, c'est de voir des choses évidentes, des fractures, des luxations. S'il y a des choses moins évidentes, la radiographie doit être relue par un service d'imagerie médicale spécialisé. Pourquoi? Parce que pour nous, urgentistes, ça ne change pas grand-chose pour la prise en charge, mais il faut quand même la faire relire parce qu'il ne faut évidemment pas passer à côté d'une affection que la radiographie montrerait quand même à quelqu'un de plus compétent. Alors, quelles indications pour faire des radiographies? Globalement, la littérature, elle est plutôt prudente en disant que toute anomalie de l'examen orthopédique doit être explorée. La question, c'est quand faire des radiographies orthopédiques à urgence? Est-ce qu'on veut vraiment imposer des radiographies orthopédiques pour toute anomalie de l'examen orthopédique à un patient et surtout à la bourse du propriétaire qui va payer 3 fois le prix à l'urgence des radiographies? Eh bien non, on va préférer explorer seulement les anomalies de l'examen orthopédique pour lesquelles la prise en charge à l'urgence va être différente, notamment des fractures qu'on voudrait stabiliser avec un bandage, des luxations qu'on voudrait réduire, par exemple. Donc, c'est bien à penser avant de se lancer dans des radiographies. Alors, des rappels de réalisation, donc des choses qui peuvent être assez évidentes. On retire les accessoires, tout ce qui est laisse, collier, manteau. J'en profite pour faire un nouvel aparté. Les colliers anti-puce doivent eux aussi être retirés s'ils gênent, notamment sur des radiographies thoraciques. Okay. Il est également important de nettoyer et sécher le patient. Donc, ça vaut surtout pour nous, urgentistes, quand on fait des radiographies après des POCUS, par exemple, et qu'on a douché le patient à l'alcool. Donc, les poils mouillés peuvent gêner une bonne lecture. Et on pense aussi au gel échographique et aux antiseptiques iodés, du fait de l'iode qui est radio-opaque et qui peut faire aussi des artefacts. Quand vous allez vouloir faire des radiographies orthopédiques, vous allez être confronté à certains problèmes. Votre patient, c'est un animal qui bouge, à qui on ne peut pas dire de garder une position. On va vouloir aussi tirer éventuellement sur des membres ou des articulations pour un positionnement particulier, ce qui peut aller de pair avec de l'inconfort, de la douleur. Et puis, si le patient bouge, juste parce qu'il bouge ou parce qu'il a mal, on va obtenir des clichés avec un flou cinétique qui va amener du coup à des radiographies de mauvaise qualité. Et en plus de tout, on veut, dans la mesure du possible, éviter de devoir recommencer une fois les radiographies
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas que ça à faire et puis en plus, on veut réduire au maximum l'exposition du personnel. Donc, ça va être indispensable pour la réalisation de radiographie orthopédique de sédater ou d'anesthésier le patient. Alors, le choix des molécules dépend du patient et de la situation. On va utiliser en plus des outils comme des cales ou des coussins en mousse, des sacs de sable, des liens, etc., éventuellement du scotch, pour diminuer le nombre de personnes nécessaires à la contention. Et globalement, si on résume, ce qu'on veut éviter, c'est ce type de radio, okay, avec des mains qui traversent le champ et qui ne sont pas exploitables. Alors, grande question, combien de vues on doit réaliser? Le principe général dit 2 vues orthogonales, et ça, c'est un strict minimum, car on parle d'un examen de radiographie qui est un examen en 2 dimensions. Donc, si on veut avoir une idée de ce qui se passe en 3 dimensions, on essaye de multiplier les vues pour essayer d'avoir une interprétation de qualité. Je pense que vous avez déjà vu cette image qui montre une erreur d'interprétation sur une vue unique. Alors, 2 vues orthogonales, c'est le strict minimum, mais dans certains cas, d'autres vues sont nécessaires, donc on le verra un peu plus en détail ensuite. Quelques règles de réalisation pratique. Pour les radiographies orthopédiques, on utilise une tension basse, 50 à 70 kV. Cela permet un meilleur détail. Pour la position du membre, on veille à ce que la zone à radiographier soit bien parallèle et contre la cassette. Pourquoi? Parce que ça va réduire l'effet de distorsion. Lorsque la zone à radiographier va être éloignée, comme ici, de la cassette, les rayons X qui, eux, divergent, vont projeter une image de la structure anatomique à une taille qui va être altérée. Okay? Si en plus la structure n'est pas parallèle à la cassette, comme ici, ça peut provoquer une projection inégale avec certaines parties de l'image qui vont être plus grandes, d'autres plus petites, et donc ça va compliquer nécessairement l'interprétation de l'image. Et deuxième chose, ça va améliorer la netteté de l'image en réduisant l'agrandissement si votre membre n'est pas collé contre la cassette. Okay, on va avoir un agrandissement et donc un flou qui va être causé par la distance. Donc, encore une fois, ça va mener à une interprétation d'une image qui n'est pas de qualité. La collimation, donc le faisceau lumineux qui correspond au faisceau de rayon X, doit être ajusté, il ne doit pas être trop grand, sinon on va avoir un rayonnement qui va être diffusé et puis une image qui va être plus floue, et en même temps pas trop petit pour avoir une zone à étudier qui est suffisamment présente sur le cliché. Donc la règle, c'est que pour les radiographies d'os long, on prend les articulations adjacentes, et pour les radiographies d'articulation, on prend un tiers des os longs de part et d'autre de cette articulation. Le centrage, donc on utilise l'ombre en forme de croix, qui est le centre du faisceau de rayon X, et on place au milieu de l'os long d'intérêt ou de l'articulation. Et surtout, on n'oublie pas de latéraliser et donc d'utiliser des marqueurs. Alors là, on va arriver sur une partie qui est catalogue. Je vous ai répertorié ici toutes les positions standards de tous les parties du membre, tous les os et les articulations des membres. On va balayer ça. Encore une fois, le but, c'est d'avoir un endroit où aller chercher la position quand on en a besoin, d'avoir un petit schéma et la radiographie qui est associée. Voilà, encore une fois, là, le but, c'est d'avoir les bonnes pratiques pour l'urgentiste, donc de faire des radiographies qui éventuellement qui ne nécessitent pas d'être répétées 10 fois après par un service de chirurgie éventuellement. Donc, par exemple, pour la scapula, on commence par une vue latérale. On a notre animal en décubitus latéral. Le membre d'intérêt est sur le dessus. Le membre controlatéral en direction crânio-ventrale. Le membre d'intérêt, lui, en extension, mais plutôt en crânio-dorsal. Ça remonte ici. La tête et le cou en flexion. Et donc, tout ça pour que la scapula soit poussée dorsalement à la colonne vertébrale et qu'il n'y ait pas de superposition. Okay. Une vue codocrâniale, donc un décubitus dorsal, une extension crâniale des membres thoraciques.
on met la tête et le cou sur le côté opposé aux membres d'intérêt pour éviter une superposition avec la colonne cervicale. Et puis, pour aider à stabiliser le tout, on n'hésite pas à utiliser un coussin pour maintenir le corps droit. On peut mettre le coussin, on peut mettre l'animal dans le coussin à partir du thorax, par exemple. Okay. Alors là, une vue médio-latérale de l'épaule. Ce que je vais décrire ici, ça va être assez général pour l'épaule, pour l'humérus, pour le coude, pour la radius ulna, et puis pour l'extrémité du membre également, on va le voir. Donc le décubitus est latéral avec le membre d'intérêt sur la table. Le membre d'intérêt est en extension crânio-ventrale et en légère traction. C'est important notamment pour l'épaule qui doit être dégagée de la poitrine. Le membre contralatéral est dégagé caudalement, et puis la tête et le cou en extension pour éviter ici la superposition de la trachée. Vue codocrâniale, comme pour la scapula, ici, pas de choses particulières en plus. C'est juste qu'on est un peu plus distal. La vue médio-latérale, comme je vous disais, qu'on retrouve. Rien à ajouter. La vue codocrâniale, pareil, on est un petit peu plus distal. La vue médio-latérale pour le coude. Alors là, on passe à des vues crânio-caudales à partir du coude. Donc là, ça change un petit peu. On a un décubitus sternal, une extension du membre d'intérêt, une extension de la tête et du cou. On peut utiliser aussi un coussin pour stabiliser la moitié caudale du corps. Les membres pelviens, eux, peuvent, si on n'a pas de coussin, être étendus pour maintenir la colonne vertébrale droite. Donc, vous voyez, on se rend assez bien compte au niveau des images. Donc voilà, vous pouvez vous y fier assez facilement. La vue médio-latérale radius ulna qui ne change pas au niveau position. La vue crânio-caudale, comme pour le coude, on est juste un peu plus distal pour le radius et l'ulna. Alors, petit changement, pour le carpe, on a toujours nos deux vues orthogonales, une vue de face, dorso-palmaire, et puis une vue de profil, médio-latérale, ça on connaît, et puis des vues obliques, peut-être un peu nouveau ça, les vues qu'on appelle DMPLO et DLPMO, et puis éventuellement aussi, s'il y a une suspicion d'instabilité, des vues en contrainte, une hyperextension, une hyperflexion, un varus, un valgus. Alors, si on va un peu plus en détail, donc là, la vue dorso-palmaire, pareil que pour le coude, que pour le radius ulna, la même position. La vue médio-latérale, on connaît. Et donc là, on s'intéresse à ces vues obliques, qu'on connaît un petit peu moins. La vue DMPLO, qui s'appelle comme ça pour dorso-médial palmo-latéral. Alors, là, on va avoir un décubitus sternal. Vous voyez la position du patient. On va avoir une extension du membre d'intérêt. Le coude du membre d'intérêt est ramené médialement, un petit peu sous la poitrine, et l'avant-bras va être en supination. Vous vous rappelez, la supination, c'est ce mouvement de l'avant-bras. On va tourner les paumes vers le plafond. Supination, donc comme supplier. Okay, on se rappelle, supination comme supplier, on tourne les paumes vers le plafond. Une extension de la tête et du cou latéralement au côté opposé du membre d'intérêt pour éviter que ça gêne. On peut mettre un coussin pour stabiliser la moitié caudale du corps, ou alors les membres pelviens peuvent être étendus. Et donc ça va être d'intérêt pour dégager certaines structures du carpe, okay, sur cet aspect médial, et le métacarpe et le doigt 1. Okay. La vue DLPMO, dorso-latéral, palmo-médial, oblique. Donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est que le nom est déterminé par le cheminement des rayons X. Okay, donc là, le faisceau est dirigé comme ça, donc dorso-latéral, donc c'est bien sur la face dorsale plutôt côté latéral que va arriver le faisceau pour finir sa course sur l'aspect palmo-médial, okay, sur le côté palmaire, et puis sur l'aspect médial.
Alors pareil, un décubitus sternal, une extension du membre d'intérêt. Là, le coude du membre d'intérêt va être écarté latéralement et l'avant-bras va être mis en pronation. Donc, on va tourner les paumes plutôt vers le sol, donc pronation comme prendre. Okay, contrairement à supination, supplier, pronation, prendre, pour retenir un petit peu ces mouvements inhabituels. Extension de la tête et du cou latéralement, pareil pour ne pas gêner. Coussin pour la moitié caudale du corps, éventuellement les membres pelviens étendus. Okay, donc là, on va avoir un intérêt pour dégager les structures du carpe ici sur la et le métacarpe et le doigt 5. Ici, je vous ai mis les vues en contrainte, hyperflexion, hyperextension, varus et valgus. Donc, on se rappelle, varus, c'est tourner les extrémités des membres, en tout cas, tourner les membres vers l'intérieur et valgus vers l'extérieur. Donc ça permet d'évaluer l'intégrité des ligaments. Alors, on continue avec les membres pelviens, avec le bassin et la hanche en vue latérale. Là, le décubitus va être latéral avec le côté d'intérêt plutôt sur la table. Une cale en mousse va être placée entre les deux membres. Tout ça, c'est pour bien superposer les deux côtés du bassin. Une extension du membre qui est sur la table vers l'avant, ici, et puis une extension du membre qui est sur le dessus vers l'arrière. On va avoir une position de ciseau. Pour la vue ventro-dorsale, celle-là, on la connaît généralement assez bien. Un décubitus dorsal, le thorax dans un coussin pour bien superposer le sternum et la colonne. Une extension des membres thoraciques avec le museau entre les deux membres. Une extension complète des membres pelviens. Une rotation interne, une rotation médiale des fémurs pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre et aussi parallèles à la table, avec les rotules qui sont placées au zénith, donc bien au milieu des trochées. Et puis, on peut éventuellement fixer tout ça avec de l'adhésif. Et on n'oublie pas d'aligner la queue avec la colonne vertébrale. Okay. Une vue médiolatérale qui va être utile pour le fémur, pour le grasset, pour la vue tibia-fibula et pour le jarret et ce qui est en dessous. Donc là, le décubitus est latéral avec le membre d'intérêt sur la table et le membre du dessus va être écarté pour ne pas gêner, ici particulièrement, la tête fémorale. Une vue crânio-caudale. Donc là, c'est globalement la même chose que pour les radiographies de hanche, pour le fémur. Le grasset, qu'on retrouve avec cette vue médiolatérale qui a déjà été décrite. Une vue caudocrâniale. Donc là, ça change. On a un décubitus ventral, le thorax dans le coussin, une extension des membres pelviens vers l'arrière, une rotation pareille médiale des fémurs pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre et à la table, et avec les rotules bien au milieu de la trochlée, enfin des trochées. Le membre qui n'est pas d'intérêt peut être fléchi éventuellement contre le corps si ça paraît plus confortable. Donc là, la vue médiolatérale pour tibia fibula, on connaît. La vue caudocrâniale, comme à l'instant pour le grasset. Pour le jarret, métatarse et doigts, vue médiolatérale qu'on connaît. Vue dorsoplantaire. Alors là, c'est un petit peu différent. On a un décubitus dorsal. Le thorax est dans un coussin. Extension du tarse avec un lien. Il faut essayer de déplier bien le tarse. Alors, je ne sais pas comment vous êtes équipé, mais si vous êtes encore avec une cassette qui est mobile, on peut placer une petite en coin sous la cassette pour essayer de la rapprocher du tarse au maximum. Et on va avoir ces vues obliques de la même façon que pour les membres thoraciques. Donc, une vue DMPLO, cette fois-ci pour dorsomédial plantaro. Alors, il y a une petite faute, c'est plantaro-latéral oblique. Et donc là, on va avoir un décubitus dorsal, pareil, le thorax dans un coussin. Et puis, on peut incliner le patient d'environ 15 à 20 degrés pour obtenir un angle oblique du tarse avec le côté médial qui est ici, qui va être tourné, enfin tourné vers le générateur. Okay. De la même façon, là, si la cassette est mobile, on peut placer une petite cale en coin sous la cassette pour la rapprocher du tarse. Okay.
la vue DLPMO, dorsolatéral, plantaro-médial oblique. Donc pareil, sauf que cette fois-ci, on va incliner le patient d'environ 15 à 20 degrés pour obtenir un angle oblique du tarse avec le côté latéral, cette fois-ci, qui va être sur le dessus, qui va être tourné vers le générateur. Okay. Donc c'est vraiment pareil que pour le carpe au niveau de la logique voilà, des obliques. De la même façon, on peut avoir des vues en contrainte si on a une suspicion d'instabilité, voilà, donc avec hyperextension, hyperflexion, varius valgus. Voilà, on sort un petit peu de ce catalogue. Une fois que les radiographies sont faites, il faut les orienter correctement. Et puis, voilà, donc il y a des règles d'orientation qu'il faut respecter. Donc, ce qui est essentiel, c'est que l'aspect proximal soit en haut de l'image, que l'aspect, alors selon l'image, soit crânial, soit latéral, soit à gauche de l'image, et que le marqueur, on n'oublie pas le marqueur, que le marqueur soit à gauche de l'image. OK ? Donc, je vous ai préparé des petits exercices pour vous entraîner ici. Donc, comment on oriente cette vue médio-latérale du grasset. Donc, soit la proposition 1, la proposition 2 ou la proposition 3 ou 4. Donc, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Et donc, c'est la réponse 1. Pourquoi? On a bien la partie proximale de la structure qui est en haut de l'image. On a notre fémur et puis on a notre tibia en partie basse, en partie distale. La partie crâniale de la structure est bien à gauche de l'image et on n'oublie pas le marqueur qui est bien placé à gauche de l'image. À gauche, c'est un grasset gauche, à droite, c'est un grasset droit. Deuxième exercice, avec cette vue codocrâniale du grasset, comment on oriente l'image? 10 secondes à nouveau. Alors là, c'est la réponse 4. On a bien la partie proximale de la structure en haut de l'image, notre fémur, tibia, fibula en bas. La partie latérale de la structure est bien à gauche de l'image. Et on n'oublie pas, pareil, le marqueur à gauche de l'image. Okay. Donc, à partir de là, on a suspecté l'origine de la boiterie par rapport à un examen orthopédique. On a diagnostiqué l'origine de la boiterie grâce à des radiographies, donc des radiographies de qualité, mais on sait quand les réaliser, on sait comment les réaliser. Voilà, et donc on essaie de voir des choses évidentes, nous, en tant qu'urgentistes, et donc des choses sur lesquelles on a maintenant du travail, et on va commencer par les fractures. Donc, il existe deux grands types de fractures, les fractures fermées et les fractures ouvertes. Par définition, une fracture fermée, ça va être une fracture qui présente. Enfin, une fracture, c'est quoi? C'est une rupture de continuité d'un os. Et fermée, c'est quand on a une peau qui est intacte. Une fracture ouverte, là encore, on va avoir une rupture de continuité d'un os. Et cette fois-ci, on va avoir une plaie qui va offrir une communication entre l'os et l'extérieur. Okay, ça va nécessairement changer pour la prise en charge. C'est pour ça que c'est important de bien définir tout ça. Si on commence avec les fractures fermées, la gestion initiale, on va commencer par une bonne analgésie dès que possible. Votre animal, il arrive, il a mal. Initialement, plutôt, donc on adapte éventuellement, enfin, on adapte évidemment, pardon, en fonction de la douleur. Sur un trauma, évidemment qu'on va essayer de tabler assez haut avec des mu-agonistes purs, la méthadone, la morphine. Pour nos amis nord-américains, de l'hydromorphone, par exemple. Plutôt pas d'INS avant résolution des problématiques qui vont mettre en jeu le pronostic vital ou en vue d'une chirurgie. Je m'explique. Si votre animal il est en train de saigner dans son abdomen, bon, il va être soumis à des problématiques de pression, de maintien de pression. Vos reins vont aider à maintenir cette pression. Si vous les occupez avec des INS, bon, bah, ils vont être un petit peu perturbés. Donc, plutôt pas d'INS dans un premier temps, sur un trauma, en tout cas qui vient de se présenter. Et pareil,
j'ai tendance à ne pas en mettre en vue avant une chirurgie parce que, pareil, l'anesthésie, ça va être un moment où on va être soumis à de l'hypotension. Donc, on veut nos reins dans le game. Donc, on les laisse travailler et on les embête pas avec des AINS. Tout de suite, il sera toujours temps d'en mettre en post-opératoire ou en tout cas en s'éloignant du jour du trauma. Une réduction externe, quand c'est possible, sous sédation ou anesthésie, évidemment. Pourquoi une réduction? Alors, la réduction va participer à une réduction de la douleur. Une réduction peu fermée peut aider à réaligner les fragments osseux, donc ça peut réduire l'inconfort et la douleur du patient. Ça peut aussi prévenir des dommages supplémentaires, notamment au tissu mou environnant, avec des risques de complications, par exemple une fracture fermée qui devient une fracture ouverte. Et puis, ça va faciliter aussi la chirurgie, puisque si on réduit tout de suite la fracture, on va limiter la contraction musculaire et donc on va aider le travail de nos amis les chirurgiens. On va immobiliser la fracture ensuite avec un bandage de Robert Jones pour les fractures qui sont situées en dessous du coude ou du grasset. C'est pour ça que je vous ai bien représenté ça ici avec cette ligne limite. Pourquoi? Dans un bandage, quand on veut immobiliser, on aime bien prendre souvent, on prend, c'est pas on aime bien, c'est on prend une articulation proximale et une articulation distale au problème. Okay, si vous avez une fracture, par exemple, de l'humérus, ça sous-entend qu'il faut stabiliser, immobiliser l'épaule et le coude. Parce qu'on s'entend bien que immobiliser une épaule sur un chien ou sur un chat, ça se fait plutôt mal. Donc, on laisse plutôt, dans ces cas-là, l'animal se mettre comme il veut et on ne va pas alourdir le membre avec un bandage qui va gêner et qui va pas être confortable pour le patient. Donc, plutôt, c'est toujours des bandages de Robert Jones pour des fractures en dessous du coude ou du grasset. Les fractures ouvertes, on a une petite classification supplémentaire, la classification de Gustilo-Anderson, qui détermine 3 types de fractures ouvertes. Un type 1, donc ça va être une fracture ouverte avec une plaie inférieure à 1 cm. Les tissus mous environnants vont être légèrement contusionnés. Souvent, la blessure externe est plutôt créée en fait par les abous osseux de l'intérieur. Et puis, fréquemment, l'os n'est pas visible. L'os, en tout cas, ce n'est pas qu'il n'est pas visible, mais qu'il reste en dessous du niveau de la peau. Okay, si vous avez 1 centimètre de plaie, a priori, vous pouvez quand même voir l'os dans certains cas, mais c'est juste que souvent, l'os reste en dessous de la peau. Dans le type 2, une fracture ouverte avec une plaie d'une taille supérieure à 1 cm, sans dommage important des tissus mous, sans lambeaux, sans avulsion. La plaie externe, elle est généralement plutôt créée par l'extérieur, plutôt par des forces de haute énergie, contrairement au type 1. Le type 3, des fractures ouvertes avec des dommages importants des tissus mous. Donc, ça peut être des scalps, des avulsions des tissus mous, des pertes osseuses. Voilà. Ça va inclure aussi des fractures avec des lésions neurovasculaires qui vont nécessiter une réparation particulière et éventuellement aussi des amputations partielles traumatiques, partielles ou complètes. Juste à savoir, le type 3 se divise en un type 3A, B et C. Je ne vous embête pas trop avec ça puisque ça ne va pas nous intéresser, nous, à l'urgence, ça ne va pas changer notre prise en charge. Les fractures ouvertes pour leur gestion initiale, donc je vais ici montrer un petit peu les spécificités. J'ai mis ici en gris ce qui a déjà été dit pour les fractures fermées, donc voilà, c'est des choses qui sont encore valables pour les fractures ouvertes. Contrôle des hémorragies, évidemment que si vous avez une amputation traumatique et que vous avez un vaisseau qui pisse le sang, la première chose, avant même d'aller prélever votre méthadone dans votre tube, c'est de clamper et de ligaturer les vaisseaux, ou alors de clamper, de faire votre analgésie et de ligaturer dans un deuxième temps, mais on contrôle les hémorragies dès que possible. L'analgésie, on l'a évoqué. Là, on a une fracture ouverte, donc il y a une communication entre l'os et l'extérieur, donc on a des risques d'infection, d'ostéomyélite. Donc, on tape sur une antibiothérapie large spectre, amoxicilline acéclavulanique ou ampicilline sulbactam, par exemple.
Des soins de plaie, alors là, je vous renvoie vers la conférence de Calypso qui en a largement parlé. Juste quelques rappels. Ce qui peut être intéressant, c'est de couvrir abondamment le lit de la plaie avec du gel stérile. On va avoir deux effets. D'une part, ça va être une protection du lit de la plaie quand on va tondre et que les poils risquent de tomber dedans. Évidemment que si votre plaie elle est un peu sèche, ou en tout cas elle va sécher, vous ne voulez pas que les poils tombent dedans, ça va être une horreur à retirer. Donc, on protège le lit de la plaie avec une couverture abondante de gel stérile qui va emprisonner ces poils. Et du coup, quand vous allez faire votre rinçage, tout va partir ensemble, et le gel et les poils emprisonnés. Et ça permet aussi d'avoir une tonte des bords de plaie qui va être plus nette, car les poils collent ensemble et donc du coup vont être tondus ensemble. On tond, on scrub, on rince de façon abondante le lit de plaie au NaCl 0,9%. Débridement initial, éventuellement. Attention, si vous avez un doute sur la viabilité des tissus, on ne touche pas. On préfère pêcher par défaut que par excès. Et puis, on recouvre avec un pansement. Voilà, différents types de pansements, ce n'est pas l'objet de ma présentation ici. Réduction externe, on l'a évoqué, sous sédation, anesthésie. Immobilisation, pareil, sous sédation, anesthésie. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple d'une amputation traumatique complète avec donc, une fracture ouverte de type 3 qui doit être prise en charge tel qu'on vient de le décrire. Un petit aparté sur le bandage de Robert Jones, qui est le bandage le plus couramment utilisé en orthopédie pour l'immobilisation. Alors, on l'a déjà dit, l'utilisation de ce bandage est réservée aux atteintes au niveau ou distalement au coude et au genou. Les indications, ça va inclure des fractures, des luxations, on va le voir après, des entorses, des élongations. Le but, c'est d'avoir une stabilisation temporaire, donc avant une chirurgie, ou une stabilisation post-opératoire. Les chirurgiens peuvent l'utiliser aussi après une chirurgie. Il y a des variations donc, sur le type de pansement qu'on utilise, sur le type et la quantité de rembourrage et sur la rigidité qui est visée. Les intérêts de ce bandage, ça va être d'avoir une compression assez douce et uniforme qui va permettre une immobilisation, certes, mais aussi une diminution du développement de l'œdème, tout ça sans entraver la vascularisation qui est en dessous. Le gros inconvénient, c'est que c'est souvent un vrai Robert Jones, c'est quelque chose qui est assez volumineux, mais c'est globalement quelque chose qui est très bien toléré. Les différentes couches du bandage Robert Jones sont donc celle-ci, une couche primaire, dont l'objectif est la protection de la plaie. Donc là, c'est tout ce qui est pansement. Donc on utilise tous les différents matériels pour les différents types de pansements. Une couche secondaire qui va absorber les exsudats et participer à l'amortissement des chocs. Et donc, on utilise du coton épais, là, comme je vous ai représenté ici. Une couche tertiaire qui va permettre la stabilisation, une réduction de l'œdème. Donc pour ça, on utilise la bande crêpe. Et une dernière couche qui va participer à la protection, à l'imperméabilité et offrir une stabilité supplémentaire. Donc là, on utilise une bande cohésive type V-Trap, qu'on connaît bien. Comment on fait ça? Alors, mettons qu'on part sur un membre où les plaies ont été recouvertes d'un pansement. Eh bien, on commence par placer des bandes de ruban adhésif sur les aspects latéral et médial du carpe, là, ça va être du carpe puisque c'est le membre thoracique, et on les fait descendre jusqu'à 8 à 15 cm au dos des doigts, et on les colle ensemble sur un abaisse-langue. Ça, c'est ce qu'on appelle les étriers, et ces étriers vont nous aider à prévenir le glissement du bandage. Ils vont être repliés un petit peu plus tard dans le bandage. Ensuite, deuxième étape, on applique le coton en commençant au niveau des deuxième et cinquième doigts. Il faut absolument laisser les griffes des troisième et quatrième doigts exposées. Il faut qu'on puisse évaluer l'extrémité de ces doigts-là. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir contrôler si au cours de l'hospitalisation ou non d'ailleurs, le patient va développer de l'œdème
parce qu'on a trop serré, parce qu'il y a une autre problématique. Donc, il faut pouvoir accéder à ces doigts-là. On applique le coton de façon serrée, uniforme, sans pli ni torsion. Et puis, on va appliquer de façon de distale à proximale, en chevauchant la couche précédente à chaque fois de 50% avec la couche successive, avec les couches successives, enfin, la couche d'après. On va continuer jusqu'au milieu de l'humérus ou du fémur, si on est sur le membre pelvien, et on redescend distalement de la même manière. Alors, petite exception, si la blessure est juste distale au coude ou au grasset, on peut monter jusqu'à l'aisselle ou à l'aine, et on va répéter jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de volume. Un vrai Robert Jones, c'est 4 à 8 cm d'épaisseur, okay, avec du gros coton. Ensuite, troisième étape, on applique la bande crêpe, de la même manière que le coton. Pour obtenir un bandage lisse avec une tension uniforme, il nous faut au moins 2 ou 3 couches de gaz. Et donc, il faut l'appliquer de façon uniforme, avec une pression uniforme, de manière à comprimer le coton de 40 à 50% idéalement. On va considérer que le coton est suffisamment comprimé lorsque, quand vous allez taper en fait sur la bande crêpe, ça va avoir, si c'est bien fait, le bruit d'une pastèque mûre. En fait, ça va reproduire le bruit d'une pastèque mûre. C'est là qu'on va replier les étriers. Donc, on décolle notre bande adhésive de notre abaisse-langue et on replie ces étriers sur la couche de bande crêpe. Ça va permettre d'éviter le glissement du bandage. Et on applique enfin la bande cohésive qui est appliquée de la même façon que les couches précédentes. Attention, ces bandes cohésives qui sont très élastiques ne doivent pas être appliquées avec une tension excessive, car ça pourrait entraîner la compression vasculaire et donc compromettre cette vascularisation sous-jacente. On ne veut pas créer d'œdème, on ne veut pas créer de garrot avec ce bandage. Donc, ce qui peut être recommandé, ce que moi je fais, c'est que je déroule complètement ma bande de V-trap que je réenroule de façon à juste la poser ensuite. Donc, le bandage terminé, il doit être lisse en apparence et il doit permettre de voir l'aspect distal des orteils et des ongles, notamment des 3e et 4e doigts, ce qui va permettre, comme je le disais, une évaluation après la pose du bandage. Des variations du Robert Jones, le Robert Jones modifié. Donc, il y a moins de rembourrage qui est utilisé. Il est construit de la même façon, sauf que le rembourrage est différent. Ça ne va pas être du gros coton comme je vous ai montré. Ça va être plutôt de la ouate orthopédique. Donc, c'est plutôt ce qu'on a, nous, à Lyon. Je pense que c'est ce que vous avez un petit peu tous partout. Donc, le rembourrage, il va être sur une épaisseur de 0,5 à 2 cm versus 4 à 8. Vous vous souvenez ce que j'ai dit. Donc, un rembourrage qui va être moins important. Attention, ce bandage est normalement contre-indiqué et en cas d'inflammation importante ou attendue et en cas de stabilisation temporaire. Ce n'est pas un bandage qui est normalement utilisé pour la stabilisation temporaire. Et je vous ai remis ici la citation du Tobias. Il ne produit pas assez il n'est pas assez rigide et il ne produit pas assez d'immobilisation du membre, et donc il n'est a priori pas un soutien suffisant pour les fractures lors de stabilisation temporaire. Dernière variation, le bandage Robert Jones renforcé. Alors là, on intègre un matériau rigide dans le bandage de Robert Jones modifié, donc celui juste avant, pour avoir un peu plus de rigidité. Un peu plus de rigidité et un peu plus de stabilité. Donc, finalement, ce bandage va être plus stable que le bandage de Robert Jones modifié et sans le volume du Robert Jones classique. Et donc, ce bandage, par contre, ce bandage de Robert Jones renforcé peut être utilisé pour la stabilisation temporaire des fractures d'éluxation. Le matériau de renfort, ça peut être plein de choses. Voilà, ça peut être de nature variée. Une simple lame de métal, vous connaissez ce produit-là, je ne sais pas si c'est un nom particulier, alors qui est ni préformé, ni vraiment moulé, même si on peut le tordre un petit peu.
les attelles préformées qui peuvent être soit en métal, soit en plastique. Et enfin, les matériaux moulés tels que les plastiques thermoformables et puis les bandes de résine synthétiques. On va préférer plutôt les matériaux moulés que les attelles préformées parce qu'ils vont être un peu plus ajustés et donc il y a moins de tendance, il y a moins de tendance au glissement. Quand est-ce qu'il est placé? Donc, ce matériau de renfort, on le place après la couche de bande crêpe et on remet une couche de bande crêpe par-dessus pour le maintenir en place. On passe à la dernière partie. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. Alors, les luxations, définition. La définition de luxation, c'est une perte totale ou alors partielle, quand on parle de subluxation, des rapports anatomiques entre les extrémités d'une articulation. Ça peut concerner toute articulation. Alors, surtout coxofémorale dans le cadre de trauma chez le chien et chez le chat, mais aussi coude, carpe, épaule, grasset, jarret. Et puis, on pense aussi aux autres articulations que les articulations appendiculaires, temporomandibulaires, vertébrales, etc. La gestion initiale, on va aller assez vite. L'analgésie, c'est la même chose que pour les fractures. Réduction fermée, donc ça, c'est le point essentiel pour les luxations. Elle est souvent vaine parce que ça reluxe, mais ça peut être essayé puisque ça n'altère pas le pronostic à long terme. On l'a fait sous sédation, anesthésie. Quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait rapidement pour minimiser la destruction du cartilage parce que quand il y a une luxation, le cartilage va aller frotter un petit peu partout. Et attention à ne pas le faire trop de temps après la présentation non plus, parce que on va avoir une contraction musculaire et une fibrose qui vont se mettre en place. Et donc, c'est plus difficile de réduire une luxation, par exemple, après 4 à 5 jours. Comment? Ça va être des manipulations qui vont être propres à chaque luxation. On va parler d'un exemple juste après. Une fois que c'est réduit, on fait des radiographies de contrôle et on immobilise. On fait donc soit, si c'est en dessous du coude ou du grasset, un bandage de Robert Jones ou autre en fonction de la localisation. Attention, des contre-indications à la réduction fermée, quand il y a des fractures intra-articulaires ou des éclats dans l'articulation, quand vous voyez des fractures extra-articulaires mais qui vont nécessiter une fixation, des luxations chroniques, des maladies articulaires qui existent avant le trauma, qui sont connues et rapportées par les propriétaires, des maladies ou des blessures neurologiques et éventuellement aussi des échecs répétés à la réduction fermée. Si ça échoue et ça échoue, on arrête. C'est potentiellement qu'il y a une laxité excessive et qu'il y a une réparation ouverte en chirurgie qui doit être faite. Et donc, on finit avec l'exemple particulier de la luxation coxofémorale crânio-dorsale. Donc, je vous ai remis ici un petit peu d'anatomie de l'articulation coxofémorale, qui est une articulation entre la tête fémorale et l'acétabulum. C'est une articulation qui est assez stable puisqu'on a une configuration en boule et cavité qui offre cette stabilité tout en permettant une large gamme de mouvements articulaires. Il existe pour cette articulation des stabilisateurs primaires et secondaires. Les secondaires qui vont pouvoir prendre le relais si jamais si jamais les stabilisateurs primaires font défaut, dans une certaine mesure, bien sûr. Donc, les stabilisateurs primaires de l'articulation de la hanche incluent le ligament de la tête fémorale, qui est représenté ici, et qui s'étend d'une petite fosse là, dans la tête fémorale, la fovea capitis, jusqu'à la fosse acétabulaire. Donc, on le voit bien ici, la fosse acétabulaire qui est là. La capsule articulaire, on voit ici, qui s'attache, elle, sur le rebord acétabulaire et sur le col fémoral, et le rebord acétabulaire dorsal, ici. Les stabilisateurs secondaires, donc ça inclut le labrum acétabulaire. Alors, le labrum acétabulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une fine bande de cartilage qui va s'étendre depuis le rebord acétabulaire, ici, et qui va s'étendre aussi ventralement à travers l'encoche acétabulaire sous la forme d'un ligament qu'on appelle le ligament transverse de l'acétabulum. On va avoir aussi la pression hydrostatique qui va être créée par la présence de liquide articulaire qui va jouer comme stabilisateur secondaire et puis toute la musculature périarticulaire. Généralement, il va y avoir une luxation quand on a une perte fonctionnelle d'au moins 2 stabilisateurs primaires. Quelques chiffres.
Alors, la luxation coxo-fémorale, c'est quelque chose d'assez courant chez le chien et chez le chat. Ça représente jusqu'à 90% de toutes les articulations articulaires. Les traumatismes liés aux accidents de la voie publique sont répertoriés dans 85% des cas. Sinon, on peut avoir des luxations coxo-fémorales dans des cas de dysplasie sévère de la hanche, des chutes, des traumatismes inconnus, des luxations spontanées. Et puis, cette luxation coxo-fémorale, elle va être décrite en fonction de la direction dans laquelle la tête fémorale part par rapport à l'acétabulum. Donc, la luxation crânio-dorsale, dans 75% des cas, elle va aller, donc du coup, la tête va aller dans la direction crânio-dorsale, on va suivre cette flèche rouge, ou alors codo-ventrale, en suivant cette flèche verte, dans 25% des cas. Je vous remets ici la diapositive que nous avons vue pour la recherche de luxation de la hanche, qu'on a vue pour l'examen orthopédique. Donc, pour rappel, on compare la hauteur des membres pelviens, on compare la distance entre le grand trochanter et la tuberosité sciatique, et on fait le test du pouce. Donc ça nous laisse suspecter la luxation. On fait des radiographies. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, quand je parlais de radiographie évidente pour l'urgentiste, je parle éventuellement de ça. On voit bien ici que la tête fémorale n'est pas dans l'acétabulum, qu'elle est déviée en position crânio-dorsale. Donc, on a bien ici une luxation coxo-fémorale crânio-dorsale. On voit bien ici sur la vue ventre-dorsale que, pareil, la tête fémorale est luxée. Quelques points particuliers pour la gestion initiale de cette luxation coxo-fémorale. Pour la réduction fermée, voici les manipulations à faire. Alors, ça se fait évidemment sous sédation profonde ou anesthésie générale, éventuellement une loco-régionale si vous êtes capable de le faire, pour atteindre une bonne myorelaxation voilà, et avoir les membres qui sont le plus souples possible. Ça peut être plus facile si on a un assistant qui fait contrepoids avec un linge, comme c'est représenté ici. Et donc, la première étape, ça va être de faire une rotation externe du fémur, une traction en deuxième étape codo-ventrale du fémur, puis une rotation interne avec une abduction du fémur en troisième étape, et une quatrième étape, une pression sur le grand trochanter, et ensuite on fait jouer l'articulation dans sa cavité. Donc, je sais que ça paraît un petit peu compliqué comme ça. Je vous ai mis une vidéo, ça va être un petit peu plus parlant, je pense. Alors, si elle veut bien démarrer. Alors, hop. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si... Non, elle ne veut vraiment pas démarrer. Bon, je vous laisserai regarder. C'est une vidéo que j'ai mis, que j'ai trouvée sur YouTube, qui est voilà, qui est exactement, qui montre exactement ces mouvements-là. Donc, je vous laisserai regarder parce que voilà, je pensais que ça allait marcher. C'est un peu plus facile à se représenter en mouvement. Cette vidéo est assez bien parce qu'elle montre en fait le modèle anatomique juste avec le squelette et puis la réalité aussi des choses. Donc, juste pour rappel, comme on appelle la vidéo, je me permets de rappeler les mouvements. On fait d'abord une rotation externe du fémur. On tire le membre en codo-ventral puisque la tête fémorale est partie en crânio-dorsal, donc on tire dans la direction opposée. Ensuite, on fait une rotation interne et une abduction du fémur, donc on éloigne le membre de l'articulation pour la réenclencher en fait pour réenclencher la tête fémorale dans l'acétabulum. Et ensuite, on fait une pression sur le grand trochanter et on fait des mouvements de hanche. Ça, c'est pour faire ressortir éventuellement des morceaux de tissu mou qui seraient restés dans l'articulation. Okay. Dernière chose, le bandage particulier pour la luxation coxo-fémorale crânio-dorsale, c'est un bandage particulier qu'on appelle le bandage de Hemer. Donc, en 9 étapes. Donc, première étape, on place le chien en décubitus latéral avec le membre d'intérêt
vers le haut. On va fléchir le membre et on va le placer en légère rotation interne pour en fait, forcer ce mouvement de la tête fémorale dans l'acétabulum. En 2, on enroule de l'adhésif sur la région métatarsienne, de sorte que les côtés de l'adhésif se rencontrent sur l'aspect dorsal et on va faire en sorte que ça n'entoure pas complètement le métatarse. Okay, donc, ça fait un petit sac finalement. En 3, on va remonter l'adhésif devant l'aspect ici médial de la jambe et on remonte comme ça le long de l'aspect crânial de la cuisse avec le côté adhésif qui est contre l'animal. En 4, on redescend l'adhésif derrière l'aspect caudal de la jambe et puis sur l'aspect médial du jarret avant de finir sur l'aspect plantaire du métatarse. Une fois qu'on est à cette étape 4, la rotation interne de la hanche doit normalement être bien maintenue. En 5, c'est juste une répétition des étapes 3 et 4 pour renforcer et consolider le bandage. On ajoute ensuite un soutien abdominal avec cette étape 6. On commence avec l'adhésif de la même façon qu'à l'étape 2 et on remonte cette fois-ci l'adhésif sur l'aspect latéral du membre. Vous voyez ici. Pour éviter les déplacements qui seraient liés à la peau un petit peu lâche, on va tirer la peau ventralement et on va coller notre adhésif plus haut. Okay, donc, on fait des plis de peau, on les descend et on colle notre adhésif dorsalement à ça. En 8, on continue à enrouler autour de l'abdomen de l'animal, crânialement au prépuce pour les chiens mâles. Et en 9, on répète les étapes 6, 7 et 8 pour renforcer et consolider le bandage. Okay, normalement, quand le bandage est terminé, le membre doit être fléchi en abduction avec une légère rotation interne de la hanche. Voilà. Alors, c'est tout pour la présentation. Quelques messages importants que je voulais appuyer avant de partir sur chaque partie. Donc, sur l'examen orthopédique, c'est vraiment d'être assez minutieux et surtout systématique pour ne rien oublier. Pour la partie radiographie, c'est savoir quand réaliser des radiographies en urgence et comment. Maintenant, on a vu un petit peu toutes les règles à respecter. Et puis, sur tout ce qui est gestion initiale, avant toute chose, on assure le confort. On assure le confort par de l'analgésie, mais aussi par de la stabilisation. C'est pour ça qu'on fait des bandages, c'est pour ça qu'on fait des réductions de fractures, de luxations. On protège, on s'adapte à la situation. Là, je vous ai donné un seul exemple, donc on n'hésite pas à aller chercher dans les livres pour voir les manipulations à faire, pour voir les bandages adaptés. Donc, on adapte et on s'adapte aussi à la situation. Et surtout, avant tout, on reste à sa place d'urgentiste. Donc, quand je dis rester à sa place d'urgentiste, ce n'est pas péjoratif. C'est vraiment savoir ce qu'on doit faire et s'en tenir qu'à ça. Mais le faire bien. Donc, c'est-à-dire que voilà, il faut expliquer aussi aux gens, parce que des fois, vous avez des gens qui arrivent avec une fracture, enfin, par exemple, ce que j'ai montré tout à l'heure, une amputation traumatique ou une grosse fracture ouverte, ça pisse le sang. Les gens sont très choqués, c'est ça qui les inquiète. Ils s'attendent à ce que vous répariez l'os dans la nuit. Non, il faut rester à sa place, mais il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer que, avant toute chose, c'est même pas tout ça, même pas toute cette présentation, c'est la stabilisation de l'animal. Et ensuite, oui, si l'animal nous le permet, si l'animal est stable, à ce moment-là, on peut faire un examen orthopédique, on peut faire des radiographies et on peut avoir une gestion initiale des fractures, des luxations. Et on explique qu'il faut aller ensuite s'adresser à un service d'orthopédie spécialisé. Nous, on n'envoie pas directement au service d'orthopédie spécialisé, mais en tout cas, on recommande de le faire par l'intermédiaire du vétérinaire traitant. Alors, je voulais remercier le cabinet d'imagerie médicale Sonar qui m'a fourni pas mal de radiographies de qualité pour pouvoir illustrer dignement cette présentation. Et merci à vous. Voilà. Merci Boris pour cette présentation. Il y a encore quelqu'un. Il y a moi déjà.
Mais oui, je pense qu'il y a des gens qui sont là. Après, je sais pas si vous avez des questions ou pas. C'était quand même assez clair, assez carré, mais je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Donc, c'était assez long, mais c'est sûr que le sujet était un peu Vaste. vaste. Ouais. Bon, bah, écoute, a priori, il y a pas de questions. Bah, merci beaucoup, Boris, pour la présentation. Bon courage, à tous ceux qui bossent et puis, je mettrai la formation, du coup, en ligne pour le replay. Merci. Tu vois, il y avait Caroline qui dit merci. Allez, Allez, bonne journée tout le monde. salut. Salut.